La route des vacances est en voie d'amélioration. Dimanche, ça devrait mieux rouler. À Gresse-Malville, partisans et adversaires de Super Phoenix se retrouvent face à face alors que la décision de fermeture est définitive. La mort d'un bébé pendant un transfert vers l'hôpital d'Orléans après la fermeture de la maternité de Pithiviers relance une polémique sur les hôpitaux de proximité. Athlétisme à Athènes avec les championnats du monde, du beau spectacle, des records attendus, mais un amateurisme au total très professionnel. Jean Poxobu, l'un des membres de la Fédération internationale, est l'invité de ce journal. Madame, monsieur, bonsoir. Dire bonjour 1000 fois par jour ou à peu près, c'est soit être trop poli, soit se plier à une obligation quasi professionnelle. C'est le cas pour Sylviane Tacné. Depuis une vingtaine d'années, elle est receveuse de péage. Aujourd'hui, à Saint-Jean-le-Sec, sur l'autoroute A9, elle fait partie de ces gens à qui on ne répond pas forcément et qui travaillent confinés sur le chemin des vacances. France Arvois, Pascal Ponce. Le péage de Saint-Jean-le-Sec ce matin. Toutes les cabines, 27, sont grandes ouvertes. Porte 5, c'est Sylviane. Elle a pris son poste à 8 h ce matin. Ah ben c'est des jours où ça bouge. Bonjour. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Le rythme, 120 à 130 voitures par heure, contre 80 en temps normal. Vous avez calculé combien de fois vous dites bonjour dans une journée comme aujourd'hui? Eh bien, autant de fois que je passe de véhicules, ça peut varier entre 500 et 1000. Qu'est-ce qu'ils vous disent généralement les automobilistes? La plupart répondent bonjour quand je leur dis bonjour, sinon on n'a pas tellement le temps d'avoir un contact. Qu'est-ce que vous lui dites au receveur du péage? Au receveur du péage, bah merci, qu'est-ce que je lui dise? C'est bien assez cher comme ça, hein. Il doit avoir un petit peu chaud, ça va pas être marrant, oui, effectivement. Hein. Il doit être un petit peu dur, mais enfin. Chaud, plus vraiment. Et avec 20 ans de péage derrière elle, Sylviane ne redoute plus les grands départs. La climatisation, quand elle marche bien, nous permet de très bien supporter la journée, mais il n'y a pas de trucs spéciaux. On travaille comme d'habitude. Si elle avoue un peu plus de stress que d'habitude, Sylviane préfère quand même rire des grands départs. On a l'habitude de passer beaucoup de véhicules, donc jour de grand départ, c'est pour eux que c'est dur, pas pour nous. Bonjour. Sylviane aura travaillé 5 heures aujourd'hui. À 13 h, les comptes sont faits. Elle ferme sa cabine. Ah mais ça y est, c'est fini. Bien. Ses vacances, elle les prendra dans une semaine, bien après les bouchons. Sur les routes, la circulation se fluidifie. Cet après-midi, elle a cependant été perturbée par un poids lourd qui s'est renversé sur l'autoroute A6. Cet accident sans dégâts corporels a provoqué un ralentissement sur une vingtaine de kilomètres pendant plusieurs heures. Dans le nord de l'Ain, tôt ce matin, pour une raison encore indéterminée, a eu lieu également un carambolage. Le bilan est de 3 morts et de 3 blessés graves. Écho des routes cet après-midi et point de la circulation à Tain-l'Hermitage, Didier Guyot. On démarre là. Puis minuit, on est parti, on est toujours là. Ouais. C'est parti à minuit. À minuit. Et on est toujours là. C'est l'horreur, mais là, les vacances, c'est l'horreur. Il reste encore 3 heures de route. Une fois là-bas, ce sera bien. Il y a des jours comme ça où l'on aimerait être seul sur la route des vacances, mais ces jours-là, en été, cela n'existe pas. Bison Futé avait prévu une journée noire, elle fut chargée pour les retours, dantesques et catastrophiques pour les départs, avec des dizaines de kilomètres de bouchons dans la vallée du Rhône et une chaleur accablante. On a été bloqué 12 km, après 7 km, maintenant 15 km. On attend. Tous les passe. Et c'est ainsi que toute la journée, les aires de repos seront prises d'assaut. Pour les plus fatigués, l'heure est à la petite sieste, réparatrice. On rêve d'espaces lointains et désertés. D'autres en profitent pour faire quelques exercices, histoire de rester dans le coup et d'épater la galerie. Les plus coquets, eux, sont déjà en maillot, avec un élastique, là. Ici, c'est un peu la plage, mais sans la mer, et tant pis pour les bouchons. En travaillant toute l'année, il faut y aller. Pour être en vacances. Pour être en vacances, pour rejoindre la mer. Avec les enfants et puis tout. Et pourtant, il y en a des bouchons. Hein. Et il y en a, c'est pas fini encore. Hein. Ça fait rien, on a le temps. Faut se porter quoi. Un sacrifice. Ça fait partie des vacances. Ça fait partie des vacances, ouais. C'est un peu dur quand même. Ouais, c'est dur quand même. Hein. Surtout avec la chaleur. Pour les retardataires et les derniers prisonniers des bouchons, il reste quelques difficultés à Tain-l'Hermitage ou à Narbonne. Alors encore un peu de patience et n'oubliez pas, après l'asphalte, il y a le sable et les doigts de pied en éventail. Les maraîchers du sud de la France ont occupé toute cet après-midi le péage de Lançon de Provence. Ils y ont organisé une opération passage gratuit, une manière de protester une nouvelle fois contre la concurrence sauvage qui les oppose aux producteurs espagnols et italiens.
À Gressmaville, se sont retrouvés face à face partisans et adversaires de Superphénix. 700 antinucléaires étaient là pour fêter, si l'on peut dire, la fermeture annoncée du surgénérateur, une technique qui n'a pas prouvé son efficacité. Ils commémoraient également la grande manifestation de 1977 où l'un des leurs avait été tué. Face à eux, les partisans d'une activité qui fait aussi vivre la région. Frédéric Dupuis. Les manifestants antinucléaires étaient partagés aujourd'hui entre la joie et le recueillement. La joie d'abord de fêter l'arrêt du surgénérateur, confirmé par Claude Allègre, le nouveau ministre de l'Éducation et de la Technologie. Pour les écologistes, c'est une victoire qui couronne 20 années de lutte antinucléaire. On s'est dit, en touchant au nucléaire, on touche à quelque chose de très dur. On touche au noyau dur et il faut qu'on se repose la question d'arriver à la fin du nucléaire, il faut travailler autrement. Fini donc la violence des manifestations d'il y a 20 ans, car cet après-midi, le rassemblement marquait également le 20e anniversaire de la mort de Vital Michalon. Militant antinucléaire, il avait été tué par l'explosion d'une grenade lors d'une manifestation qui s'opposait à la construction de la centrale. Aujourd'hui, à Crémalville, l'annonce de la fermeture définitive ne satisfait pas tout le monde. Pour les communes environnantes, largement endettées, Superphénix représente 57 millions de francs de recettes. 1300 emplois directement menacés, comme les entreprises de la région, largement tributaires des commandes d'EDF. Le gouvernement a ainsi décidé de prendre son temps pour tenir compte de la situation sociale, mais aussi pour examiner le dossier technique du démantèlement, extrêmement compliqué. 5 ans seront nécessaires pour vider la centrale de ses produits radioactifs, juste une première étape vers la fermeture. En attendant, tous les ministres concernés sont invités à rédiger un rapport qui sera remis au Premier ministre à la mi-octobre. Santé publique, le décès durant un transfert d'1h30 vers l'hôpital d'Orléans de l'enfant à naître d'une femme enceinte de 8 mois relance une polémique après la décision de suspension d'une partie des activités de la maternité de Pithiviers plus proche. Cette affaire illustre la difficulté de la restructuration de la carte sanitaire française, notamment organisée par l'ordonnance d'avril 96 sur la réforme hospitalière. Elle redonne des arguments aux partisans de l'hôpital de proximité. Sophie Roland, Jacques Gérard. Quand la jeune femme enceinte de 7 mois arrive à l'hôpital d'Orléans, 1h30 après avoir appelé le SAMU, il est trop tard. Son bébé est mort suite à un décollement de placenta qui l'a privé d'oxygène. Cet accident survient 1 mois après la fermeture provisoire de la maternité du bloc opératoire de Pithiviers. Aujourd'hui, le père s'interroge. On veut savoir pourquoi ce qui s'est passé. Je suis sûr que l'hôpital de Pithiviers aurait été là. On aurait pu avoir une chance de le sauver. C'est en tout cas la question. Le docteur Camille du SAMU d'Orléans, qui a pris en charge la jeune femme, n'en est pas convaincu. Est-ce que l'enfant était mort tout de suite? Est-ce que l'enfant était même mort avant? Personne ne peut le dire malheureusement. Et on ne peut pas dire qu'on l'aurait sauvé ou qu'on ne l'aurait pas sauvé. On ne peut pas le dire. Je crois que c'est très très malhonnête. À Pithiviers, ce décès relance la polémique sur la nécessité de maintenir des hôpitaux de proximité. Ce matin, sur la place centrale de la ville, de nombreux habitants signaient une pétition pour exiger la réouverture de tous les services de leur hôpital. C'est la porte ouverte à d'autres accidents de ce type, bien malheureusement. Et nous, on est fortement en colère par rapport au fait que ça ne réouvre pas vite, quoi. Cette fermeture avait été décidée il y a 1 mois par l'agence régionale d'hospitalisation suite au décès d'une jeune femme pendant une anesthésie. La décision que j'ai prise, si je devais la reprendre aujourd'hui, je la reprendrais. Car le tableau que nous avons trouvé de la situation du fonctionnement médical de l'hôpital de Pithiviers au début du mois de juillet, au lendemain du premier décès, était tel que c'était mon devoir, c'était le devoir de tout responsable de prendre la mesure prise. Une enquête est en cours pour déterminer si le bloc opératoire et la maternité pourront réouvrir. Les premiers résultats seront connus fin août. Le Parti communiste estime que ce drame porte à lui seul l'exigence, je cite, de stopper toutes les restructurations hospitalières comportant de tels risques. Un classique en cette période, le contrôle en mer des plaisanciers. La gendarmerie et les affaires maritimes, les douanes se sont associés pour procéder aujourd'hui dans la baie de Cannes à une opération de contrôle. Olivier Théron, Virgile Liado. Zodiac d'intervention, vedette rapide, les grands moyens ont été mis en œuvre aujourd'hui entre les îles de l'Érins en baie de Cannes. Les affaires maritimes coursent les chauffards de la mer, ceux qui ne respectent pas la limitation de vitesse à 5 nœuds, moins de 10 km/h.
En fait, je n'allais pas très vite. Hein. Là, vous étiez à 15 nœuds, monsieur. 15 nœuds alors que c'est limité à 5 nœuds ici. C'est la mer est calme. Elle est bien calme, d'accord, mais après... Oui, donc vous avez une réglementation. Sachez quand même que c'est une zone où habituellement ici, il y a des baigneurs, beaucoup de baigneurs. Il y a beaucoup de bateaux, beaucoup de gens qui font de la pêche sous-marine ou de la plongée. Le respect des limitations de vitesse est avant tout une question de sécurité. Dans cet endroit très fréquenté, c'est souvent par négligence ou méconnaissance des règles que les vacanciers plaisanciers se mettent en contravention. On a affaire à ceux qui pensent qu'en mer ils sont complètement libres et qui font ce qu'ils veulent. Donc ils ne prennent pas attention à la réglementation, mais sans volonté de nuire. Ils n'y font pas attention. Après, il y a ceux qui de toute façon s'en fichent complètement et eux veulent aller très vite et font des infractions. On a ces deux catégories de gens. Les gendarmes de la mer évaluent la vitesse des bateaux à l'œil nu, mais ils se servent aussi de radars comme sur la route pour avoir une plus grande précision. Le contrevenant est ensuite arraisonné. Il risque une amende comprise entre 1 500 et 10 000 francs, plus une comparution devant le tribunal maritime. Pour ce type d'infraction maritime, vous serez renvoyé devant le tribunal maritime et commercial de Marseille, ultérieurement. La prévention et l'éducation des plaisanciers, c'est une nécessité pour la sécurité de tous les vacanciers. Il y a 10 jours, dans la même baie, un jeune néerlandais a été tué dans la collision de deux hors-bord. Et au total, 19 avertissements et 15 procès-verbaux ont été donnés ou dressés au cours de cette opération. À Marseille, dans les dernières 24 heures, 12 incendies ont été maîtrisés. Le Mistral a cependant compliqué le travail des pompiers. Au total, près de 300 hectares ont été détruits. 3 adolescents soupçonnés de pyromanie avaient été interpellés mais ont finalement été relâchés. Quelques 700 personnes ont assisté samedi après-midi en présence de Jacques Chirac à une cérémonie à la mémoire de l'ancien Premier ministre gaulliste Michel Debré, décédé il y a juste un an. C'était en la cathédrale de Saint-Denis de la Réunion, dont le rédacteur de la Constitution de la Ve République avait été député de 63 à 88. Le président français a souligné l'attachement charnel qu'avait Michel Debré pour la Réunion, ce département d'outre-mer. Le président français, à sa sortie, s'est laissé aller à rencontrer la foule. Bonne foule pour Jacques Chirac à la fin de cette cérémonie. Alors que son procès doit avoir lieu en octobre, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux va examiner mardi la requête introduite par les parties civiles visant à soumettre l'ex-fonctionnaire de Vichy, Maurice Papon, à un contrôle judiciaire particulièrement strict. Dans son réquisitoire, le parquet général estime cette requête irrecevable, mais la reprend à son compte, eu égard à la gravité des infractions poursuivies. Le concours actif à la déportation de 1560 personnes juives pendant la guerre. Le défenseur de Maurice Papon voit dans cette demande un signe de plus que la condamnation est déjà faite. Sur les lieux de l'ancien camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau a eu lieu aujourd'hui la commémoration de l'extermination de 3000 Ziganes dans la nuit du 2 août 1944. Pendant la Deuxième Guerre, sur 23 000 déportés de Tziganes, 21 000 sont morts dans les camps. Au Rwanda, les organisations humanitaires ou les églises essaient de venir en aide aux milliers d'orphelins qu'a laissé le génocide de 1994. Entre 500 000 et 1 million de Tutsis avaient alors été massacrés. Enquête sur place, Dorothée Oliéric, Frédéric Pasquette. Janine. Le père Carlos est chilien, mais son pays c'est le Rwanda. Les orphelins, les naufragés du génocide sont ses enfants. Sa vie, ce sont les maïbobos, les gosses qui dorment dans la rue. En leur apprenant à travailler la terre, il leur offre un avenir. Des maïbobos au Rwanda, il y en a toujours eu, mais depuis le génocide, ils sont des milliers à Kigali. Beaucoup des enfants sont arrivés ici traumatisés. Mais vous avez les meilleurs médicaments pour ces enfants, c'est l'affection. Quand on trouve quelqu'un qui les écoute, qui les aime et se sentent aimés, ils commencent à s'ouvrir une porte, dire le Père va nous aider et je vais raconter tout ce que j'ai vu pour se libérer de toutes ces choses qui restent dans leur cœur. Ce qu'il a vu est à peine racontable et pourtant il a retrouvé son sourire. Quand la guerre a éclaté, Jean-Pierre avait 10 ans. Je n'ai pas ma famille a été déjà mourir et j'ai vu que moi aussi je vais mourir, je suivais nos autres. Tu es parti tout seul? Oui, avec les autres gens. Je pense encore à mes parents et il y a aussi le temps que j'oublie. Et tu penses à l'avenir? Oui. Qu'est-ce que tu voudras faire plus grand?
Je voudrais chercher la paix dans les autres personnes. Chercher la paix dans les autres personnes pour oublier les parents assassinés, la fuite aux Zaïre, la faim, la mort, l'errance dans la forêt. C'est long, 3 ans de guerre, quand on n'a pas 20 ans. Oublier, c'est impossible. On ne peut pas oublier qu'on est orphelin. Mais quand même, on peut vivre sans penser à ce qui s'est passé. Chez le père Carlos, les maïbobos sont payés pour apprendre un métier. 400 francs rwandais, 5 francs par jour, c'est peu, mais suffisant pour manger quotidiennement. 700 enfants viennent ici, les autres survivent dans la rue, seuls. Pour reconstruire une maison, pour reconstruire les choses matérielles, on trouve de l'argent. Et la communauté internationale est en train de donner. Mais je pense que pour nous, en tant qu'œuvre de l'Église, nous avons une responsabilité d'aider à reconstruire les cœurs. Reconstruire les cœurs, ça peut commencer par des gestes simples, parce que ces enfants n'ont connu que massacre et destruction. Certains croient que l'on peut tuer et détruire impunément. La guerre a cassé toutes les structures sociales et les enfants les plus différents sniffent aujourd'hui la même colle sur la même décharge. Ceux qui n'ont pas connu la guerre les traitent de fils de putain ou fils d'assassin. Au Proche-Orient, la situation demeure très précaire alors que le président syrien en visite à Téhéran a reçu de son homologue un appui ferme face à Israël. Yasser Arafat, plus que jamais accusé par le Premier ministre israélien de ne pas juguler le terrorisme, consulte ses alliés de la région et va remanier profondément son exécutif à la demande des parlementaires palestiniens. Charles Anderlin. Garde d'honneur et fanfare pour Yasser Arafat à son retour d'une visite éclair chez Hosni Moubarak. La principale priorité du président palestinien, c'est d'alléger les mesures de bouclage prises par Israël. Son administration est paralysée et risque très vite d'être en cessation de paiement. Ce n'est que dans le courant de la semaine qu'il décidera s'il accepte la démission de 16 de ses 18 ministres. Une décision collective prise hier soir pour permettre à Arafat de faire face à Israël sans le poids d'un cabinet accusé de mauvaise gestion, voire de corruption par le Parlement palestinien. Les députés exigent d'Arafat qu'il forme un gouvernement aux mains propres. 2 ministres sont dans le collimateur. Nabil Chat, un des principaux négociateurs avec Israël, responsable du plan et de la coopération internationale, il est accusé d'avoir tenu une caisse noire et aurait attribué des marchés publics de façon suspecte, toute chose qu'il dément formellement. Jamil Tarifi, ministre des Affaires civiles et un des plus gros entrepreneurs de Cisjordanie, aurait entre autres importé hors douane 4300 voitures, dont une Jaguar, pour son père. Il clame son innocence. Depuis des mois, la rue palestinienne est excédée de voir ses dirigeants mener la belle vie, se construire des villas luxueuses et fréquenter les restaurants chics qui se multiplient même à Gaza. Cela alors que le chômage dépasse les 50% et qu'à quelques kilomètres de ces tables garnies, dans les camps, on lutte pour survivre. L'autorité autonome qui finance des projets de prestige compte sur l'aide internationale pour améliorer le statut des réfugiés. Yasser Arafat, s'il veut préserver l'unité de son peuple, doit mettre de l'ordre dans son administration et lutter contre les inégalités trop criantes. L'Algérie, nos confrères des quotidiens rapportent ce matin qu'une centaine de personnes ont été tuées au fusil et à l'arme blanche dans des villages situés au sud d'Alger. Aux États-Unis, le chômage n'est plus, depuis la reprise économique, une thématique majeure du discours politique. Dans un pays où la population active est de 135 millions d'individus, 5 à 6% d'entre eux en sont victimes. Par ailleurs, la retraite n'y apparaît pas comme un seuil exclusif de toute activité professionnelle. Au contraire, France 2 aux États-Unis, Philippe Gassot. Dans ces restaurants, temples des années 60, la nostalgie est toujours ce qu'elle était. Même musique, même décor, même ambiance, mais ce qui est inhabituel, c'est le mélange des âges. Le personnel est jeune et parfois beaucoup moins jeune. On pourrait dire même beaucoup plus âgé. Et par coquetterie, nous ne demanderons pas de combien.
Mais certaines serveuses ont dépassé largement l'âge de la retraite. Et il semble que tout le monde y trouve son compte, car aux États-Unis, les personnes âgées, les seniors, comme on les appelle pudiquement, font partie de la société et sont considérés comme performants. Ils sont très disponibles, empressés, très ponctuels, sympas avec les clients. Et en plus, ils apportent une très bonne ambiance. En fait, on s'aperçoit de plus en plus que les personnes âgées, ça fait vendre, que la clientèle en redemande, et qu'en termes d'image, c'est bon. Les réussites commerciales en Amérique sont parfois pavées de bonnes intentions. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous travaillez ici? Être serveuse, ça me plaît, et j'ai besoin de travailler, alors je suis venue ici. Et vous pensez que vous allez travailler longtemps ou non? Aussi longtemps que je pourrai. Fred a 83 ans, Sardi 73, il touche 1000 francs pour 20 heures par semaine. Pour eux, la vie est belle. Il y a beaucoup de clients qui reviennent et qui demandent « Il est où Fred? Il est où Fred ?» C'est surtout les enfants, ils aiment venir me voir, je les prends dans les bras, je joue avec eux. Eux, ils sont là tous les jours, c'est pas le cas des plus jeunes. Dans cette chaîne de restaurants, on aime les papis et les mamies, mais ce n'est pas encore le cas partout. Pour un employeur ici, il y a deux choses. Il peut voir si vous n'êtes pas de la bonne couleur, il peut voir si vous n'avez pas l'âge qu'il faut. Le mot ne sera jamais prononcé, mais c'est comme ça. Ici aux États-Unis, parler de l'âge de quelqu'un au moment de l'embauche, c'est de la discrimination. Au championnat du monde d'athlétisme à Athènes, Atto Boldon a signé un remarquable temps de 9 secondes 87 centièmes en quart de finale du 100 mètres. Le Trinitéen devient ainsi le 5e homme le plus rapide du monde et il s'impose comme le grand favori de la finale de cette épreuve qui pourrait voir dimanche tomber le record du monde en 9 secondes 84 centièmes du Canadien Donovan Bailey. Pour cette compétition, le président de la Fédération internationale d'athlétisme a obtenu la rétribution des performances et la modification des critères de sélection. Il fallait des stars, toutes les stars, au prix de quelques accros au principe de l'amateurisme. Laurent-Frédéric Bollet. L'athlétisme est le sport roi des Jeux Olympiques, mais l'athlétisme ne possède ses propres championnats du monde que depuis 14 ans. S'il y a eu du retard à l'allumage, on s'est depuis largement rattrapé du côté de la Fédération internationale de l'athlétisme amateur. Avec 200 pays engagés, l'IAAF et son président influent, l'italien Primo Nebbiolo, peuvent voir grand et tenter une vraie révolution. D'abord, oubliez les championnats de Stuttgart ou Göteborg, il faut maintenant, c'est dans les statuts, une capitale et un stade olympique. Athènes remplit parfaitement ce rôle. Ensuite, pour satisfaire et attirer les sponsors, de plus en plus généreux, il faut un plateau de choix. Là encore, rien n'est plus comme avant. L'astuce a été de proposer des invitations aux athlètes de renom qui ne devaient pas venir. Michael Johnson ou Marie-Josée Pérec, d'abord menacés de sanctions, sont en fin de compte les grands bénéficiaires de cette mesure. Car enfin, pour attirer ces athlètes, il a aussi fallu leur promettre de substantielles primes. 360 000 francs au premier de chaque discipline, 180 000 au deuxième, 120 000 au troisième et enfin 600 000 francs pour tout record du monde battu. La boucle est bouclée, mais on s'interroge. En athlétisme, on peut dire encore que ce soit des sommes faramineuses qu'on peut voir ailleurs. On peut, pour les très très bons, ça peut être intéressant, mais c'est pas non plus... c'est pas grotesque et puis ça rime encore à quelque chose. Passe donc que la taille des dossards ait été agrandie pour mieux voir les sponsors. Passe peut-être que les suspensions pour dopage soient en voie de réduction. Rien n'est semble-t-il trop beau pour le spectacle et garantir une audience planétaire. L'athlétisme est entré dans le monde moderne de plein pied. Aux États-Unis, à Atlanta, le Fulton County Stadium, construit en 1966, a été détruit. Les artificiers l'ont dynamité en lieu et place. Sera construit un parking qui desservira le stade olympique tout proche. Bien sûr, il y a Ulrich ou Virenque, mais à Steenvoorde, près de Dunkerque, on préfère penser qu'avoir été le seul Français à porter le maillot jaune pendant 5 jours, qu'avoir gagné une étape en réalisant la plus longue échappée, sont aussi de beaux titres de noblesse. Arrivé 40e dans le Tour de France, Cédric Vasseur était aujourd'hui, chez lui, particulièrement fêté. Marianne Mas, Patrick Wurstorm. Heureux qui, comme Cédric, a fait un beau voyage. De retour au pays, chez lui à Steenvoorde, il a troqué le vélo contre une Cadillac rouge. Ici, c'est en héros qu'il est fêté. Je me rends compte aujourd'hui de l'impact du Tour de France. Les gens ont beaucoup apprécié ce que j'avais fait. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, ils sont contents de me voir ici chez moi à Steenvoorde. Et pour moi, c'est merveilleux. Le rêve continue. Aujourd'hui, toute la ville avait la fièvre jaune et dans la bouche des milliers de personnes venues l'accueillir. 2 mots, bravo Cédric. Avant Cédric, c'était Gilbert Duclos-Lassalle, que j'admirais.
Et puis maintenant, c'est vrai que... C'est le meilleur. C'est le meilleur. Ouais. Bah, c'est mon frère qui a roulé avec son papa, donc c'est un petit peu ça reste un petit peu dans la famille, quoi. Dans la famille, je demande le père, lui aussi vainqueur d'une étape du Tour il y a 27 ans et aujourd'hui fier de la relève. Je crois qu'il a les pieds sur terre, il sait ce qui lui arrive et puis que, que maintenant il faut qu'il progresse tout le temps, qu'il travaille même l'hiver et que ça sera à force de travailler qu'il pourra progresser, c'est tout. Hein. En tout cas, Cédric Vasseur est déjà rentré dans la légende du Tour 97. Beaucoup de personnalités étaient présentes pour le féliciter, notamment le directeur général en personne, nordiste lui aussi. Le Tour de France a déjà permis à des jeunes coureurs de conquérir le maillot jaune, d'accéder à la notoriété, à la gloire et de faire l'objet de ce type de manifestation. Mais celle-ci est particulièrement chaleureuse. De la chaleur, Cédric en a reçu sur le Tour sous la forme d'une jolie vache. Au fait, qu'est-elle donc devenue? Il y a des coureurs comme Frédéric Moncassin, Laurent Desbiens ou même Bernard Hinault qui se proposent de la racheter et on va la partager en plusieurs. Mais on ne peut pas la découper, donc on va la revendre et après on distribuera la part à chacun des coureurs. Fair play, gentil, Cédric Vasseur a fait son entrée parmi les géants de la route. Et la route, pour lui, elle continue. Voyons maintenant le festival de foi. Chaque année, on y évoque l'élimination tragique des Cathares. Cette année, ses concepteurs ont mélangé récits anciens et une histoire plus contemporaine, à savoir l'exode massif des paysans au XIXe siècle, un exode qui marque encore ce département. Christophe Larocca, Olivier Combes. Un château, des combats, l'évocation d'un passé héroïque, la recette est celle de tous les spectacles d'été. Mais qu'est-ce qu'il attend? Dites-lui de jouer. Jouez, mon ami, jouez. Pourtant, à Foix, la petite musique change. À côté du passé légendaire, c'est le 19e siècle et l'avènement d'une petite bourgeoisie industrielle qui va bouleverser l'équilibre de la région que l'on explore. On a voulu dans ce spectacle parler aussi de l'Ariège d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'une Ariège qui s'est vidée de ses habitants, qui connaît des problèmes de désertification comme toutes les zones de montagne, avec des industries traditionnelles qui ont périclité, voire disparu. Et tout ça trouve sa source au milieu du 19e, c'est-à-dire à l'époque où se situe le spectacle. L'interdiction de couper du bois pour favoriser forges et verreries prive alors le peuple de ses moyens de subsistance. Ce sera la guerre civile, la guerre des demoiselles, du déguisement employé par les paysans pour tromper les gendarmes. Mes amis, nous sommes maintenant cachés sous le nom de demoiselles. Et en tant que demoiselles, nous déclarons la guerre à l'autorité. Je pense que c'est une période qui a été quand même relativement triste. Bon, l'Ariège, c'est un pays de montagne, c'est un pays de gens fiers. Et pour eux, c'était pas évident de quitter leur terre pour essayer de trouver du travail dans les usines ou autre. Pense à moi de temps en temps. Et quand tu le pourras, si tu as un moment, reviens me voir. L'exode sera massif, 2/3 de la population quitte l'Ariège. Mais cette histoire sensible aura su séduire le public autant que les exploits des preux chevaliers d'antan. Depuis hier soir et pour 10 jours, à Lorient a commencé le festival interceltique. On y encense tout ce que la Bretagne compte d'originalité, de singularité et de tradition. Marianne Matry, Dominique Bonnet. Une dernière répétition et les musiciens de ce bagad vont entrer en scène. 70 ensembles traditionnels comme celui-ci, venus de toute la Bretagne, parfois de plus loin encore, s'affrontent en une joute folklorique. Avec leurs drôles d'instruments, bombardes, cornemuses ou biniou, issus d'une autre époque, les groupes vont relever un double défi. Séduire un public d'aujourd'hui tout en ressuscitant une musique d'hier. C'est le plus grand rassemblement qu'on puisse trouver en Bretagne. Puis une ambiance géniale, quoi. C'est bien, je vous dis, de perpétuer les traditions. Ça fait partie du patrimoine et ça doit être conservé. On bénéficie possible. Le moment est grave car au-delà de la compétition, le championnat des bagadous marque surtout le véritable coup d'envoi du festival interceltique. Tous les sonneurs de Bretagne convergent donc, vers l'Orient pour le festival, pour concourir, mais également pour se rencontrer, pour partager une passion et également pour rencontrer les cousins écossais, irlandais, gallois.
Les cousins celtes n'avaient toutefois pas attendu l'arrivée des cornemuses pour lier connaissance. La veille déjà, au cours d'une cotriade géante, le repas des marins-pêcheurs, près de 1500 visiteurs affamés s'étaient déjà rassemblés sur le port. Au menu, cidre breton et poisson évidemment. Ça représente en tout à peu près en poisson, entre la soupe et le poisson qu'on va servir, 2 tonnes de poisson. Ambiance chant de matelot pour faire tanguer les convives. Et à Lorient, on tangue jusqu'au bout de la nuit. Tous les soirs, fest-noz, le bal breton. C'est aussi ça, le festival. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la météo par Nathalie Riouet. La dernière édition du journal de la rédaction vous sera présentée par Laurence Ostolazza. Je vous retrouve demain à 13h et à 20h. Excellente soirée à toutes et à tous sur France 2.